Le 8 janvier 2010, l'équipe nationale du Togo a été victime d'une attaque terroriste alors qu'elle se rendait à la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola. Dodo Obilale, joueur international togolais, est rescapé de cette tragédie, gravement blessé. Aujourd'hui, 15 ans après ce drame, nous souhaitons recueillir son témoignage sur l'expérience vécue lors de cet événement, sur les répercussions sur sa vie et sa carrière, ainsi que sur son état actuel. Le but de cette émission est de comprendre son cheminement depuis l'attaque et d'aborder les thématiques de sa guérison physique comme mentale, de la résilience, de l'impact sur le football togolais et son rôle aujourd'hui en tant que rescapé. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, un plaisir de vous avoir dans cette émission. J'ai pour vous sur ce plateau Dodo Obilale. Dodo, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour chers téléspectateurs et bonne et heureuse année à la population togolaise et à vous et à votre équipe aussi, à toute l'équipe de New World TV. Alors, on va commencer avec un petit rappel des événements. Après, on parlera de votre livre que vous avez écrit, parce que vous avez également sorti un livre, Un destin foudroyé, dans lequel vous parlez de ce drame. Alors, racontez-nous un peu ce que vous avez vécu le jour de l'attaque de Cabinda, quand vous vous êtes réveillé le matin avant que vous ne preniez la route et jusqu'à arriver à être frappé par cette tragédie. Bon, je dirais tout simplement que on était regroupés à Lomé le 31, parce que le 31 on nous avait donné 31 décembre 2009, ouais. Je pense que c'était quartier libre, aller fêter avec nos familles, et puis nous devons partir, j'ai plus la date exacte. Bon, il y avait ce truc de quartier libre, et puis nous on était partis le 1er ou le 2 pour le Congo-Brazza. Donc on a fait ce cheminement et tout s'est bien passé avec toute l'équipe. L'ambiance était vraiment bonne et on était dans un spirale de bien-être. Toute l'équipe se sentait bien. Après on est arrivé à Congo-Brazza et on a fait quelques matchs amicaux. Et ce 8 janvier, on a pris cette route. On est parti de l'hôtel pour aller à la frontière, parce que l'Angola et le Congo-Brazza, c'est des pays limitrophes, si je me trompe pas. Et du coup, on a fait les prises de température, présentation de passeport et autres. Et après, on est monté dans ce fameux bus. Mais ce qui est frappant, c'est que tout le monde se posait des questions. Tout le monde se posait des questions. Pourquoi on a des forces armées bien chargées jusqu'aux dents, et avec sous forme de... Vous saviez que c'était une zone sensible? Moi, bon, je le savais parce que je pense que dans notre manuel ou dans le truc de l'histoire, je connaissais l'histoire d'Angola un petit peu, qui était en guerre plus de 30 ans à l'époque de monsieur Jonas Savimbi, tu vois. Donc, bon, je me suis dit, bon, voilà, comme on était dans un autre état d'esprit, moi, je me dis, pourquoi on prend le bus? Je pense que plusieurs se sont posé cette question aussi, mais bon. On était déjà dedans. Moi, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu réservé, moi qui n'est pas calme dans un bus. J'étais un petit peu spécial quand même. J'étais assis avec le joueur Bachoumi, le joueur de Asco de Kara. Donc j'étais rentré, il était avant moi. Donc on se disait va au fond. J'ai dit non Capi, va au fond. Bon, après moi j'ai pris la place et voilà, on a pris cette route. Moi j'ai appelé la famille à l'étranger. À peine j'ai raccroché et puis ça a commencé quoi. Au premier tir, moi j'étais déjà touché. Donc sur le coup, honnêtement sur le coup c'était je dirais un peu d'émotion, parce que tu n'avais pas cette sensation de douleur. Il y a plus la sensation de panique
J'étais dans tous les états, hein. Je criais le nom de mes enfants, je demandais à ce qu'on m'allonge parce que les autres... Non, je sentais plus mes membres, c'est comme si on m'avait cloué sur la chaise, quoi. Ouais. Et ça rafalait encore, hein. Donc puis il y avait Stan Oclo, paix à son âme, qui était touché aussi. Lui, il était debout, il prenait des photos, il était touché à plusieurs reprises. Et puis t'attends, tout le monde parlait, c'était la panique totale. Il y avait aussi, comment il s'appelle, mon coach Amélété Abalo, qui était touché aussi. Et tout le monde était en pleurs. Le coach Limombe Wake, qui était devant moi, il était touché aussi. Lui aussi se plaignait de son genou. Il y avait le docteur Wadja aussi, il était touché. Et tout le monde parlait, c'était la panique, quoi, comme si on était dans un guérilla, un truc. Moi, bon, nous on allait pour jouer au foot, donc on connaissait pas la guerre, donc ça ripostait, donc c'était horrible. Je peux qualifier ça comme ça. On a vu tout à l'heure une image que vous avez postée sur les réseaux sociaux, vos comptes sociaux. Le 8 janvier dernier, c'est-à-dire 8 janvier 2025, exactement 15 ans de cet événement tragique. Et vous commencez avec une phrase en légende qui dit « Ne pas mourir est une chose, vivre en est une autre ». C'est un message profond. Je voudrais vous demander de mieux nous éclaircir par rapport à cela. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec vos fans? En fait, ce message, j'avoue que moi, quand je vais poster des choses, des fois, je demande toujours les avis des conseils, des gens qui sont en communication avant de le poster. Et je prends le temps aussi de bien peaufiner l'écriture parce que ça va être colporté. Donc, du coup, moi, si je dis ne pas mourir, c'est autre chose, ou mourir, c'est autre chose aussi. Et les deux se rejoignent parce que ne pas mourir, tout le monde lutte pour ne pas mourir. On prend des cachets, on fait des séances, on entretient notre hygiène de vie, hygiène de sommeil, tout ça. Et aussi, tout le monde a peur de la mort, mais une chose est sûre, hein, on va y passer tôt ou tard, mais on milite pour ça. Donc moi, je voulais partager par rapport à ma propre expérience de ce que je vis. Et pour aller en profondeur, ça veut dire que mourir, c'est naturel. C'est un cheminement, tout le monde va mourir, mais on a plus de paix quand tu sauras même pas que tu es mort déjà, donc on a plus cette paix que de lutter tout le temps. Bon, moi je parle de mon cas, hein. Je parais bien, tout ça propre sur moi et tout ça c'est prétentieux bien sûr, mais voilà, je traîne des douleurs physiques, des émotions, des changements d'humeur, donc c'est un duel perpétuel, quoi. C'est dur, c'est pas facile. Alors, quel est le premier souvenir, par exemple, qui vous revient à l'esprit quand vous vous souvenez de cette attaque? Le premier truc qui me vient à l'idée, c'est au moment où il y a un militaire qui est rentré dans le bus et qui a brandi son arme et il a demandé ils sont où les blessés. Donc il y avait un silence de cimetière, personne parlait parce que on ne savait pas c'est qui, c'est un terroriste, c'est un militaire qui est avec nous. Ou contre vous. Oui, moi j'avais rien à perdre parce que j'étais vraiment dans un mauvais état et j'ai rien à perdre. Donc du coup, moi, j'ai levé ma main, j'ai dit, je suis touché, aidez-moi, tout ça. C'est tout ce que je disais. Et puis voilà, ils m'ont porté, mais d'une manière aussi pas très délicate, parce que, tu sais, on n'a pas cette culture en Afrique. Quand quelqu'un se blesse, on ne sait pas comment on m'a porté. Bon, voilà, ils n'avaient pas le choix. C'était une urgence aussi. Ce souvenir-là m'est resté... Vous étiez déclaré mort après... par des médias, hein. Après vous avez été
l'information est parue que ce n'est pas le cas. Quand vous lisez ce qui a été raconté sur votre tragédie, ça vous donne quoi comme impression? Non, c'est vrai que ça a bousillé la vie de ma famille, des proches, de mon ex à l'époque aussi, parce que annoncer que j'étais mort alors que c'était pas le cas, et ça passait en boucle. Donc on les a interdit d'allumer la télé, de ne pas bouger. Je me rappelle très bien, c'était un ami à moi, et joueur marseillais là, il s'appelle Raman Barry, qui avait appelé mon ex à l'époque, de lui dire de ne pas bouger, qu'il arrive, de ne pas allumer la télé. Et c'est comme ça qu'on lui a annoncé la nouvelle. Mais voilà, c'est les médias, c'est comme ça, ça part très vite. Et moi, bon, je l'ai pas pris mal, hein. En plus, j'étais dans un sale état, donc. Alors, est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous parler de la nature de votre blessure à l'époque, blessure physique et puis mentale aussi? Oui. C'est vrai que j'en parle rarement parce que les gens ils voient juste l'enveloppe, hein, ils disent oh, tout va bien et tout ça, mais il y avait eu beaucoup de dégâts. Moi j'ai été touché dans le dos, 2 balles dans le dos, les 2 sont passés dans le même trou. J'ai eu la L4 cassée, la L5 aussi. J'ai eu le foie, j'ai été touché par balle, le foie a été touché, il y avait la vessie aussi endommagée, les intestins endommagés. C'était franchement, je sais même pas comment je fais pour être là pour vous parler. Et quand je vois la radio, je vois mon dossier médical, je me dis vraiment merci pour vos prières, où j'ai une belle étoile quoi. Même dans mon malheur, j'arrive pas à m'en sortir. C'est que franchement, je suis vraiment béni. Je remercie Dieu pour ça. Et quelles ont été les étapes de votre rétablissement de l'Angola? Vous êtes allé ensuite en Afrique du Sud? Oui, de l'Angola, je me rappelle très bien, j'étais dans le bus, dans le minibus avec monsieur Nimombe Wake et Serge Kakbo. Je me rappelle très bien, j'avais les yeux revulsés et tout ça, mais moi je ne sais pas, j'étais dans un état second, je peux dire ça parce que je me rappelle de tout. Et Serge qui me donnait des petits claps. Ouais, il me donnait des petits claques pour me réveiller, et il me dit tiens bon, non, c'est Jacques Capot. Ouais, il était touché au niveau de l'omoplate, fleuré par balle aussi, et on était dans ce minibus et puis on est parti dans un dispensaire où on cherchait un chirurgien qui était en congé. Pour vous dire, il était venu en claquette et bermuda et m'avait cousu à chaud, hein, sans anesthésie. Oh. Ouais. Pour arrêter l'hémorragie. Aujourd'hui, je tiens à dire ça parce que la plupart des personnes que ça soit dans le milieu footballistique ou administratif, ils pensent souvent que bon, ça y est, c'est bon, quoi. Toi, ça va. Non. On m'avait cousu à chaud, hein. Pour arrêter l'hémorragie, je me rappelle très bien, il me demandait si ça allait. Je vous jure que c'est ce qui s'est passé. Et comment vous êtes retrouvé de l'Angola en Afrique du Sud? En Angola, on m'avait évacué. Vous avez vu la photo tout à l'heure. Ouais. J'étais sur le tarmac avec l'avion médicalisé là, et qui m'avait amené en Afrique du Sud. Et voilà, en Afrique du Sud, ils m'ont pris en charge. Mais par contre, avant de m'emmener, ils m'ont dit d'appeler quelqu'un parce que on m'a annoncé mort. Et à l'époque, bon, j'avais pas tous les numéros. J'ai composé les numéros, mais c'était un faux numéro, ça passait pas. Et après, j'ai appelé mon frère André, et lui aussi il me croyait pas parce que j'avais pas la même voix. Et je lui dis, c'est moi. Il me dit, je viens de perdre mon petit frère et tu es là à me dire, c'est toi mon petit frère. Et... Genre, il pensait à de l'arnaque peut-être. Oui, exactement. Exactement, c'était ça. Et à un moment donné, moi, je lui ai dit par l'écoute. Je lui ai dit, parce que j'avais pas le choix, je lui ai juste dit, quand tu finis de manger, tu fais la vaisselle.
Tu vois, je lui ai dit ça en Milan, parce que c'était notre code. On se charriait comme ça, tu vois. Et il m'a dit, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Et maman est où? Maman est sur la terrasse. Et elle dit quoi? Et elle dit aussi que Kader Koubadia était passé voir maman. Et je le remercie aussi pour ça. Et maman ne parlait pas. Donc c'était ça. Et vous avez eu quoi comme soutien médical de façon, c'est-à-dire financièrement, de la part du Togo, de l'Angola, de la CAF ou encore de vos proches? Moi, je pense qu'il y avait eu un problème de rapatriement à l'époque. Et puis France 2 avait parlé de ça et la France voulait prendre le relais parce que j'avais une licence française. Et du coup, après, je pense que ça a été monté au niveau du gouvernement et le chef de l'État a pris le relais personnellement. Le chef de l'État togolais? Ouais, le chef de l'État togolais et ils avaient fait le nécessaire pour me rapatrier parce que c'était un peu coûteux. Pour vous ramener en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Oui. Et comment se fait, pourquoi vous avez quitté l'Afrique du Sud finalement? J'ai quitté l'Afrique du Sud parce que j'avais fini toutes les opérations chirurgicales et du coup je dois rentrer pour faire la rééducation. Et moi je voulais aller en France parce que je voulais pas aller en Allemagne à l'époque parce qu'ils voulaient que j'aille en Allemagne, mais moi je parle pas un mot allemand à part dire bonjour, merci. Donc du coup j'étais parti en France pour faire la rééducation. À quel moment de ce récit on vous a dit que votre carrière était finie ou bien vous aviez conscience vous-même que vous n'allez jamais jouer depuis qu'on vous a fait sortir du bus? Non, tu penses même pas à ça. Hein. Quand tu es sur cette voie, je pense que ta vie défile. Hein. J'avoue que tout passait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça passait, ça défilait. T'as froid, t'as chaud. Ta respiration, ça part un petit peu. Et il faut contrôler aussi ces émotions dans ces moments-là. Sinon, tu pars vite, quoi. Donc du coup je contrôlais un petit peu et puis Serge aussi me disait, quoi. Alors on va observer une petite pause, des témoignages poignants, des révélations qu'on aura encore à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas, on va parler de l'impact psychologique sur Dodo Bilalé, de l'impact sur votre carrière après cette attaque. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de Sport Magazine, dans une dizaine de minutes, juste après le journal.